Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Smart Job, vous le savez, c'est tous les jours, du lundi au vendredi sur Bismart. Expertise, analyse, débat et bien sûr, vos rubriques habituelles. Dans Bien dans son job, voir son bureau autrement, c'est aussi ne plus avoir de bureau du tout. Chez EXP, le métaverse est déjà une réalité. 70 000 collaborateurs à travers le monde, 0 m² de bureau, mais une plateforme 3D avec des avatars. Le DG de EXP France viendra nous parler de cette vie de bureau en mode virtuel. Smart et Réglo présenter son pass sanitaire en arrivant le matin au travail. Certains le font déjà, mais peut-être serons-nous tous bientôt concernés. C'est en tout cas l'une des pistes étudiées par le gouvernement face à la recrudescence de l'épidémie. Un avocat viendra nous éclairer sur toutes les questions juridiques que l'élargissement potentiel de cette mesure soulève. La pause café que je partagerai aujourd'hui avec Caroline Ricross. Changer de job en 2022, vous y pensez? Caroline vous donnera peut-être la marche à suivre. Dans le cercle RH, chacun cherche son sens. Le sens au travail semble être devenu la quête du Graal, car aujourd'hui il n'est plus seulement question de gagner sa vie à travers son job, mais bien de la vivre, et la vivre si possible pleinement. Mais que mettons exactement derrière la notion de sens au travail? Utilité, rémunération, épanouissement, quels sont les critères qui entrent dans l'équation de cette introspection? Nous ferons le point avec mes invités dans le cercle RH, et ce sera en seconde partie d'émission. Et puis enfin, avant de nous quitter, fenêtre sur l'emploi, LinkedIn, Twitter, mais aussi TikTok, Instagram ou Snapchat. Depuis la crise sanitaire, les réseaux sociaux sont devenus le nouveau terrain de chasse des recruteurs. Quels sont leurs atouts? Comment les utiliser à bon escient? C'est ce que nous verrons à la toute fin de cette émission. Voilà, vous avez le programme, vous êtes prêts? Alors Smart Job, c'est parti. Bien dans son job et bien dans sa vie de bureau virtuel métaverse. C'est le nom de ce nouvel univers virtuel qui pourrait bouleverser Internet. Un monde qui est déjà une réalité chez EXP. Bonjour Samuel Coe. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général d'EXP France. C'est la filiale française du réseau immobilier américain EXP Realty, né en 2009, un réseau qui compte aujourd'hui 70 000 conseillers dans 18 pays. Vous n'avez aucun bureau physique à travers le monde. Toute votre activité est concentrée dans un univers virtuel. Racontez-nous, comment c'est possible? C'est possible. Vous avez un siège social, rassurez-moi. On a un siège social, mais sans lieu physique d'accueil. Ni en France, ni aux États-Unis. Alors, comment ça se passe? Donc, chacun travaille de chez soi. On est en remote, 100% remote. 100% en remote, et on peut se connecter à une plateforme. Alors oui, tout à fait. Alors, vous me demandiez, c'est possible. Oui, c'est la vision d'un homme, en fait. Notre fondateur, Glenn Sanford, en 2009, veut imaginer une société comme il aurait aimé trouver. Donc, il imagine EXP Realty. Et depuis le début, il considère que le bureau est une charge forte de structure, le siège social comme l'agence physique. C'est un coût majeur, effectivement, dans un immobilier. Surtout pour un réseau immobilier. Surtout pour un réseau immobilier. Et donc, ils veulent supprimer ce coût. Ils veulent supprimer pour mieux rémunérer les conseillers. C'est la finalité. Donc voilà, l'objet, il est là. Et donc, il tâtonne un petit peu, puisque de 2009 à 2015, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on essaye plusieurs types de plateformes. C'est très avant-gardiste. Oui, ce sont les balbutiements du monde virtuel. Les jeux vidéo l'ont exploré, mais pas encore le côté professionnel. Exactement. Et en fait, il finit par essayer Virbela, qui est la plateforme dont on va parler aujourd'hui. Et ça lui plaît beaucoup. Il avance beaucoup avec Virbela, et à tel point qu'on finit par acquérir, donc le groupe EXP World Holding, qui est coté au Nasdaq, détient la marque Virbela. Donc aujourd'hui, Virbela fait partie de l'univers EXP. Donc je travaille chez EXP. Je veux échanger avec un collègue, un collaborateur. Je ne sais pas si d'ailleurs vous avez vraiment ces relations-là au sein de EXP. Qu'est-ce que je fais? En fait, vous avez un applicatif que vous avez installé sur votre ordinateur. Tous les collaborateurs ont cet applicatif sur leur ordinateur, y compris sur leur smartphone, mais sans le côté avatar qu'on peut voir. Donc, sur votre ordinateur, vous allez vous connecter et automatiquement, le petit avatar arrive dans l'accueil. Et de l'accueil, il va se diriger, alors soit par...
peut se télé... Donc on ne se voit pas nous-mêmes en tant qu'avatar, on choisit un avatar, mais les autres nous voient en tant que tels. Oui, on peut même mettre une vue où on se retourne et on se voit de loin, donc on peut tout faire. Mais effectivement, on peut faire plein de choses. Moi, mon avatar, il fait plein de choses que je peux pas faire dans la vraie vie. Il fait des flips, c'est pas le but du jeu. Il va falloir s'entraîner. Il fait de la samba, il fait du swing, vraiment, il a un gros niveau de danse. C'est nous en version mieux. Il fait des trucs, mais voilà. Et en plus, on va avoir une version l'année prochaine dont on a vu les premières images, où là, ça va encore beaucoup plus loin, parce qu'évidemment, la société est assez mature. Donc, elle a pu continuer à faire évoluer. Elle continue à faire évoluer. Alors, il faut savoir que Virbela, je vous l'ai dit, appartient à UXP, à World Holding, donc appartient à notre société. Nous sommes la grosse société qui l'exploite, mais il y a plein d'autres sociétés qui l'exploitent. Je crois que l'École supérieure de commerce de Grenoble, Deloitte au niveau international, la NBA, je crois qu'il y a un conseil général, je ne sais plus si c'est celui du Nord ou un autre. Donc voilà, y compris en France, où aujourd'hui, à l'extérieur, il y a Harvard, Stanford, les universités, notamment en période de Covid, l'application ou le modèle a été repris, a été donné, a été vendu, loué à pas mal d'entreprises. Mais quelle place elle a dans votre vie de bureau finalement? Elle vous sert pour les réunions, pour faire des pauses café virtuelles, pour échanger avec des collaborateurs d'un autre pays d'ailleurs. Nous, on a un réseau de conseillers en immobilier. Donc, on est très jeune en France. On a une petite année. On vient de fêter nos 1 an. On a un peu plus de 100 collaborateurs qui nous ont rejoints, donc de conseillers indépendants. Toutes les réunions se passent là. Mais celles organisées par UXP France, comme celles qu'ils vont pouvoir organiser eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont un lieu où ils vont pouvoir, par région, par affinité, par domaine d'activité, se rencontrer, se donner rendez-vous. Donc toute la structuration, finalement, derrière EXP se trouve dans cet univers virtuel. Tout le back-office est là. En fait, c'est notre back-office. En fait, c'est presque un réseau social d'entreprise, mais version largement améliorée. Plus qu'amélioré, puisqu'on a aussi un réseau social d'entreprise. En même temps, on utilise Workplace et Workchat, qui sont des outils Facebook, mais privatifs pour l'entreprise. Donc on a ça aussi. Mais là, c'est vraiment... Alors, il faut le tester. C'est plus qu'un support au 100% remote. Mais vous avez du staff. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un 0800 ou de faire un mail, n'importe quel conseiller qui a une question, il se présente dans la partie France, il va à l'accueil, il va rencontrer un membre du staff. Il va pouvoir lui poser une question. Quels sont les retours que vous avez des collaborateurs à travers le monde ? Ils s'y font vraiment bien à cet univers virtuel ? Oui. Oui, parce qu'en fait, c'est notre univers. C'est vraiment notre bureau. Alors, j'ai envie de dire que si on n'adhère pas, quelque part, il y a une inadéquation avec D'ailleurs, c'est un critère dans vos recrutements ? C'est forcément un élément discriminant. Enfin, je veux dire, si on n'a pas envie... Ça suscite la curiosité, forcément. Aujourd'hui, c'est plutôt vraiment... Alors, il se trouve que c'est un concours de circonstances, parce que même il y a 1 an et demi, quand je rejoins l'entreprise, on ne parle pas du métaverse. Finalement, c'est un mot nouveau. Mais on a cet outil. Alors, j'ai la première réaction qu'a tout le monde. Je rentre dedans, je me rappelle de Second Life, des Sims. Je me dis, c'est rigolo. Et puis, de rigolo, ça devient productif. De productif, ça devient fantastique. C'est-à-dire que quand vous organisez une formation pour vos conseillers et que pendant une dizaine de jours, tous les matins, vous avez un conseiller n'importe où en France qui peut utiliser 3 écrans dans un auditorium. Quand vous vivez des réunions du staff, vous avez 1500 personnes, 1500 avatars réunis dans la même salle, qui chattent tous en même temps sur le chat, qui réagissent, Vous parlez de 1500, mais on peut réunir les 70 000 collaborateurs. On n'a pas de limite, on a un plus sur la scène, on a agrandi nos auditoriums, on a agrandi nos salles, on remet les bureaux en place en mode école, en mode conférence, en mode table privée. Vraiment, il y a des fonctionnalités. Pas de limite, mais est-ce que finalement, il y en a quand même quelques-unes ? Je pense par exemple à des bugs, parce que le support quand même doit être très lourd. On patch régulièrement l'appli, enfin voilà, il se passe des choses, mais des bugs, pas tant que ça. Alors oui, alors on va être parfaitement transparent. Ça m'est arrivé de me faire expulser par l'application et de devoir recliquer, dire mais pourquoi je suis sorti. Donc oui, ça arrive, mais comme tout applicatif informatique, ça sera un mensonge de dire l'inverse, mais c'est relativement rare et relativement fiable et stable. Vous êtes un réseau immobilier, le métier d'agent ne change pas, lui, c'est un métier de terrain. C'est en plus notre grande force, c'est qu'on a un métier très humain. Donc, sauf pour le staff, où finalement on est en 100% remote, et que là, on va avoir... Mais encore une fois, on retrouve vraiment ce contact. J'ai embauché mes collaborateurs, donc salariés de XP de côté staff, sans les connaître, et on a fonctionné sur cette plateforme avant de se rencontrer. Maintenant, on s'est rencontrés, puisqu'on a un peu plus d'1 an d'existence, mais je les ai rencontrés, mais je les connaissais. Et vous recrutez actuellement ? Et on recrute beaucoup de conseillers en immobilier, on recrute aussi du staff, mais on recrute beaucoup de conseillers sous immobiliers. Le statut salarié ou de mandataire ? Non, ce sont des entrepreneurs indépendants. Donc on est vraiment un réseau de mandataires, oui, tout à fait. Sur le modèle américain, finalement. Modèle américain, oui, en France, on n'est pas trop en retard. Le modèle a bien été exploité. Je crois que c'est 43 000 aujourd'hui mandataires sur les 120 000 conseillers immobiliers en France. Donc c'est un modèle qui plaît beaucoup. Avec des avantages ?
plein d'avantages. Et puis, c'est le sujet de la reconversion aujourd'hui. Je crois qu'il y a pas mal de professions où les gens ont envie d'un peu plus d'indépendance. Nous restons dans un domaine d'activité où, via une formation, via des compétences, via des outils de qualité, c'est ce que nous proposons chez UXP, on peut réellement arriver à gagner sa vie. Voilà, je n'ai pas dit que c'était facile, hein, on ne se méprend pas là-dessus, mais avec du travail et de la volonté, on y arrive. On est dans un métier plutôt sympathique, humain, de relations. Moi, de relations humaines, virtuelles, mais pas que. Ça fait 22 ans que je fais de l'immobilier, donc c'est un métier qui me passionne. Vraiment, je suis animé par ce métier. Mais vraiment, oui, j'invite les gens à venir découvrir ce métier. S'ils sont dans un moment de reconversion, c'est un métier qui est très intéressant. Et aujourd'hui, on a les outils j'allais dire de demain, mais les outils d'aujourd'hui, on y est déjà, et c'est vraiment des outils qui permettent comment rassembler des gens partout en France très régulièrement. C'est pas possible. Justement, rassembler les gens. Vous avez soufflé dernièrement votre première bougie. Vous avez fêté ça comment ? Alors, on n'a pas fêté ça plus que ça pour le moment. Vous attendez la deuxième ? Oui, alors on avait beaucoup d'événements sur cette fin d'année, ça s'est un peu bousculé. On a fait des open house, on a invité plein de prospects. Donc, on est capable de donner des guest pass. Je crois qu'on vous en a donné à la prod du reste. Donc voilà, totalement. On est capable de vous faire rentrer dans notre univers. Mais on est capable, on avait invité plein de prospects, de réseaux, etc. Donc on a une grosse actualité sur cette fin d'année, avec un développement assez fort, avec beaucoup de choses. Donc effectivement, avec nos conseillers, on a fêté ça sur les réseaux, on s'est vu en réunion d'agence, donc on était contents. Tout le monde a contribué en plus à cette croissance qui est assez forte et qui est que le début de notre croissance. Donc voilà, mais on n'a pas plus que ça. Par contre, on a eu une partie de Noël avec tout le staff, et notamment tout le staff international, puisque là aussi... Oui, vous avez basculé, non, vous êtes resté d'ailleurs dans cet univers presque parallèle et virtuel. Nous sommes allés swinguer, pour fêter Noël. On a fait, comment ça s'appelle, un Trivial Poursuite au niveau international. Et voilà, donc avec un classement, donc on l'a fait avec nos avatars. Et derrière ça, on avait une partie de danse. Donc je crois que je vais publier bientôt sur les réseaux là-dessus. Et on pourra aller voir ça. Voilà. Merci beaucoup Samuel Coe. Je rappelle que vous êtes directeur général de XP France et vous recrutez, c'est important de le dire. La suite de notre programme, c'est Smart et Réglo. Restez avec nous. Smart et Réglo avec cette nouvelle piste mise sur la table par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie. L'exécutif envisagerait de rendre obligatoire le pass sanitaire en entreprise. Alors la mesure annoncée ne fera pas partie du projet de loi présenté lundi en Conseil des ministres, faute, je cite, de consensus suffisant à ce stade. Une mesure qui fait donc débat et qui soulève également plusieurs questions de droit. Bonjour Thierry Meillat. Bonjour. Vous êtes avocat associé en charge du département droit social au sein du cabinet Hogan Lovells. Qui serait concerné par cette mesure ? Elle existe déjà, elle concerne un certain nombre de salariés, mais on envisage aujourd'hui un renforcement, un élargissement de cette mesure. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ce n'est plus d'actualité pour le moment, parce que tout ça évolue de jour en jour. Ça ne devrait pas être dans le projet de loi qui va être présenté au Conseil des ministres la semaine prochaine, mais peut-être que dans le cadre du débat parlementaire en janvier, on le mettra. Et certains le disent abandonné, c'est faux, c'est pas abandonné. Ah non, pour moi, non. D'ailleurs, ce qu'a dit Madame Borne, elle n'a pas dit que c'était abandonné, effectivement. Donc je pense que c'est tout à fait d'actualité. Premier point. Deuxième point, comme vous le disiez également, ça concerne déjà beaucoup de salariés, en fait, en réalité, dans les restaurants, dans les établissements de santé, dans l'événementiel. Et l'idée, ce serait, si on comprend bien, une généralisation. Aujourd'hui, c'est à peu près 2,5 millions, je crois, d'actifs concernés. C'est ça, à peu près. Et donc, en fait, on passerait en gros à la totalité, si on comprend bien, avec une généralisation. Sachant que sur le principe, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 août 2021, justement à l'occasion de la mise en place du contrôle dans certaines entreprises, a quand même déjà eu l'occasion de dire que ça ne portait pas une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre. Parce que certains le remettent en cause, sur cette notion de liberté d'entreprendre. Moi, je crois que c'est acté sur le principe. Après, bon, évidemment, je ne suis pas le Conseil constitutionnel, mais mon sentiment à la lecture, effectivement, de cette décision, que cette question est déjà largement tranchée. C'est plus après une question de proportionnalité. Voilà, alors qui peut se prononcer justement sur le caractère nécessaire et proportionné de la mesure face à l'épidémie. In fine, donc ce sera le Conseil constitutionnel si effectivement une loi est votée en ce sens. L'idée étant, est-ce que on peut imposer partout
en fait un pass sanitaire et non vaccinal, puisqu'en plus ce serait un peu complexe parce que ce serait un pass sanitaire pour le coup, alors que parallèlement on est en train de mettre en place un pass vaccinal pour rentrer dans d'autres lieux. Donc la question est de dire, est-ce que une PME qui n'a pas de contact avec le public, qui n'accueille pas de personnes tierces, qui n'accueille pas de clients, doit être soumise au même régime en fait qu'une entreprise peut-être de plus grande dimension, mais qui doit effectivement accueillir des personnes? C'est une vraie question, parce que là, le problème, c'est qu'on tombe dans la complexité. Et c'est un autre écueil. Mais là, il y a énormément de questions qui se posent. C'est déjà, qui va contrôler chaque jour à l'entrée finalement le QR code, scanner un QR code de chaque employé tous les matins. Tout à fait, mais alors là encore, en fait, j'aurais tendance à dire, une grande entreprise, en fait, elle sera en mesure de le faire, peut-être en recrutant des agents temporaires qui le feront le temps qu'il faudra, peut-être assez longtemps. Pour ne rien vous cacher, certains de mes clients, grandes entreprises, étaient déjà en demande et se demandaient s'ils ne pouvaient pas mettre en place un pass, notamment pour l'accès à la cantine, par exemple, parce que ça pose pas mal de problèmes concrets, et on sait que c'est un lieu de circulation du virus, plus que l'ensemble de l'entreprise. Donc en fait, moi je pense, encore une fois, et c'est les retours que j'ai, que les grandes entreprises pourraient, c'est plus compliqué dans les PME, parce que là, en pratique, ce serait le patron, ou je ne sais pas, ou le directeur financier, qui devrait faire parce qu'on fait dans les restaurants, on est tous habitués, sauf que là aussi se pose un autre problème que je soulève depuis le début, puisqu'on avait échangé là-dessus déjà en juillet sur ce plateau, et on s'était posé des questions à ce sujet, et par exemple, le problème de du secret médical, puisque l'employeur est toujours censé ne pas avoir connaissance en fait de la situation de son salarié au regard effectivement de cette maladie-là comme des autres. Sauf que la réalité, c'est que c'est en fait assez hypocrite. Après, oui, si totalement. Vous êtes dans une entreprise, puis si on est 5 et que le salarié doit montrer son pass, en fait, en réalité, on rentre un peu dans l'intimité. Mais cela dit, c'est tout à fait faisable et possible. Aujourd'hui, on sait qu'on a la technique. On a la technique pour rentrer dans un restaurant, donc pourquoi ne pas l'avoir pour une petite entreprise? Ça complexifie beaucoup les choses, ça complique la vie de tout le monde, mais concrètement, on sait que c'est possible. Et encore une fois, je vous dis, la vraie question qu'il y aura, c'est est-ce que c'est sans borne, c'est-à-dire est-ce que ça va dans toutes les entreprises, ou est-ce qu'éventuellement, comme le Conseil constitutionnel a tendance à le faire, ce sera plus à la marge? Il dira non, vous ne pouvez pas aller aussi loin que ça, il faut quand même mettre quelques garde-fous. À mon avis, si la mesure est introduite, ce sera plutôt un débat de cet ordre-là. J'aimerais juste qu'on revienne sur les sanctions dans le cas où l'employeur oublierait volontairement ou pas de contrôler les passes le matin. On a des amendes qui sont d'un montant relativement élevé, puisqu'elles peuvent s'élever jusqu'à 45 000 euros. Alors en même temps, encore une fois, ce ne sera pas une amende tout de suite, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des rappels et une phase. Il y a ce risque-là, et je pense que c'est une des choses qui ennuyait beaucoup les organisations d'employeurs, représentatives d'employeurs, en disant mais vous vous rendez compte, encore une fois, finalement, ce que vous faites peser sur nous, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que depuis le début de l'épidémie, l'État et le gouvernement ont énormément délégué de facto, en fait, des obligations sur les employeurs, de contrôle de l'épidémie, de limitation par le télétravail, par les relations avec les représentants du personnel. Les employeurs portent sur eux, en fait, une grande partie, en fait, de la lutte contre l'épidémie. Relation aussi avec les organisations syndicales. Et là, on rajoute, en fait, une couche, et donc on se dit jusqu'où on va, finalement, dans cette délégation, finalement. Et se pose aussi le cas d'un employé qui n'aurait pas de passe sanitaire, donc ni testé, ni vacciné. Qu'est-ce qui se passe pour Et je pense que c'est l'autre point qui a peut-être limité la volonté du gouvernement d'aller de l'avant pour le moment, avec, je vous disais, le problème des sanctions pour les employeurs. C'est que, visiblement, puisque ça n'avait pas été le cas la première fois en août, il n'y a pas une idée au bout d'un certain temps. Donc il y a suspension du contrat de travail sans rémunération, ce qui est déjà quand même problématique pendant un certain temps, mais ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont pas accès au RSA. Pour l'employé et pour les organisations, finalement. Tout à fait, c'est quand même un peu étonnant. Mais c'est surtout qu'est-ce qui se passe à l'issue. C'est-à-dire que si on dit c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois... Est-ce que ça peut être un motif de licenciement à terme ? À terme, oui, mais là encore, le gouvernement, dans sa précédente mouture, avait décidé que ce n'était pas ce qu'on appelle un motif sui generis, c'est-à-dire le salarié n'est pas là pendant 3 mois, ça veut dire qu'on peut le licencier, c'est un motif de licenciement. C'est pas ça qu'on dit, ce sera l'employeur de décider et de démontrer
que l'absence du salarié rend impossible en fait oui, ou ça désorganise, où il faut absolument prendre une mesure de licenciement, mais après ce sera sous le contrôle des tribunaux et donc avec un risque à la clé de condamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si les tribunaux considèrent qu'il aurait pu attendre un peu plus, par exemple. C'est une chose à laquelle on est très habitué pour le licenciement des salariés qui sont absents pour maladie pendant longtemps et qui sont licenciés à l'issue pour désorganisation. L'idée, c'est aussi d'encourager la mise en place du télétravail. Alors, il semblerait que vraiment maintenant ce soit là-dessus que le gouvernement se focalise, en tout cas pour les semaines ou peut-être les jours à venir. Donc, on passe à 3-4 jours au lieu de 2-3, ce qui est devenu un peu la norme, en tout cas dans les plus grandes entreprises. Oui, mais ça n'a pas le même but non plus. C'est-à-dire qu'on peut bien imaginer aussi les deux allant de concert si on sent que ça se passe vraiment pas bien et que ça se développe dans les jours ou les semaines à venir. Mais encore une fois, un gros problème de mise en œuvre pratique. Encore une fois, sur le principe, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un obstacle juridique majeur, mais c'est pas évident en pratique à mettre en place comme ça de manière si généralisée pour les employeurs. Dernier point sur le contenu, on n'a pas parlé de la fonction publique. Prévu ou pas prévu ? On ne sait pas trop. C'est un peu à mi-ça. À mon avis, c'est très compliqué d'exclure totalement la fonction publique si on le demande aux entreprises, parce que là encore, quelle est la logique ou quelle serait la logique de faire cette distinction entre les fonctionnaires et les salariés du privé. Mais c'est vrai que pour le moment, le gouvernement est assez silencieux sur ce sujet. Moi, mon sentiment, c'est que, in fine, il faudrait aussi que les fonctionnaires, évidemment, soient soumis au même régime, puisqu'il n'y a pas de raison pratique. On peut se contaminer autant dans la fonction publique que dans le secteur privé. Si cette mesure était finalement retenue, est-ce qu'il faudrait une loi ou une simple modification peut-être du protocole sanitaire en entreprise ? Non, c'est une loi. C'est une loi puisque aujourd'hui vous avez donc la loi d'août qui a mis en place. Donc en fait, ce serait une extension, donc par voie d'amendement parlementaire, ce serait une extension de l'obligation de passe vaccinal dans les entreprises et dans la fonction publique, le cas échéant. Donc il faudrait passer par une loi et ce serait la loi qui visiblement va être présentée au Parlement en janvier. Donc ça peut se passer soit dans le cadre du projet de loi, il semblerait que ce ne soit pas le cas, soit dans le cadre de la discussion parlementaire qui sera probablement en urgence. Donc on parle, j'imagine, de la première quinzaine de janvier, puis le Conseil constitutionnel, parce qu'il ne fait pas de doute qu'il sera saisi également cette fois-ci. Donc les jours prochains seront a priori décisifs. Tout à fait. Et l'évolution de l'épidémie, tout à fait. Surtout. Merci beaucoup Thierry Meillat. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes avocat associé en charge du département droit social du cabinet Hogan Lovells. Merci beaucoup, merci d'être venu sur le plateau de Smart Job. Ce que je vous propose maintenant, c'est une petite pause café. Et si on changeait de job en 2022 ? Quelle idée ? Pourquoi pas ? La pause café, une pause café que je partage aujourd'hui en compagnie de Caroline Ricroz. Bonjour Caroline. Bonjour Fanny. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler emploi, forcément. Comment changer de job en 2022 ? Ça sent un petit peu les bonnes résolutions, je trouve. C'est un peu ça Fanny. Loin de moi l'idée de casser l'ambiance. Demain, à la même heure, beaucoup d'entre nous seront dans les préparatifs du réveillon de Noël. Dernière ligne droite avant les festivités. Emballer les derniers cadeaux, aller chercher la bûche de Noël chez le pâtissier ou encore une partie de la famille au train de 17h50. Bref, nous penserons à tout, excepté à notre travail. Et ce n'est peut-être pas plus mal, Fanny, parce que selon un récent sondage OpinionWay pour Elevo, de plus en plus de salariés s'ennuient au travail. 9 sur 10 pour 2 salariés sur 3. Cette monotonie s'explique par un manque d'intérêt pour leur travail. Et pour près de la moitié d'entre eux, elle découle d'un sentiment d'inutilité. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette nouvelle année pour se poser les bonnes questions et envisager de changer de boulot ? Première question qu'il faut se poser, êtes-vous vraiment sûr de vouloir changer de boulot ? Il n'est pas rare qu'en fin d'année, nous soyons tous un peu au bout du rouleau. La fatigue s'accumule, les dernières vacances sont loin, très loin derrière nous, et le stress de fin d'année est bien là. Mais pour autant, avez-vous vraiment envie de changer de travail ? Alors pour le savoir, il y a plusieurs signes qui souvent ne trompent pas. C'est une liste non exhaustive, bien sûr. Le premier signe, c'est la baisse de motivation. Au quotidien, cela peut se traduire par de l'ennui ou encore un manque d'envie et d'énergie. Par exemple, vous avez de plus en plus de mal à vous lever. Vous passez beaucoup de temps à surfer sur Internet au bureau ou encore vous mettez 1 heure à boucler un dossier qui ne demandait que 15 minutes à l'origine. Ce sont des vrais signaux. Il ne faut pas oublier que le travail peut et doit être surtout un moment d'épanouissement. On passe tellement de temps au travail, Fanny. Aussi, quand on a une baisse de motivation, ça peut être un critère.
Après, l'ennui est rarement le seul indice qui montre qu'on a envie de changer de travail. Autre signe qui peut vous convaincre de changer de boulot, des relations de travail qui se dégradent. Alors depuis quelque temps, vous avez le sentiment de ne plus être en phase avec vos collègues, l'entente est de moins en moins bonne. Disons-le clairement, ils vous agacent bien plus qu'avant. Si c'est le Plus cas, qu'avant, on précise. si c'est le cas, là aussi, le moment est peut-être venu pour vous de trouver autre chose. Autre indice à ne pas prendre à la légère, les maux du corps, boule au ventre, mal au cœur ou encore sommeil altéré. Ouais. Lorsque le corps commence à envoyer des signaux d'alerte, même légers, il est nécessaire de prendre du recul et surtout de faire le point. S'agit-il d'un malaise passager ou d'une crise plus profonde? Trouver la réponse à ces questions vous amènera peut-être à changer de job. Quand on a passé tous ces points au scan et qu'on réalise qu'on a vraiment envie de changer de travail, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors c'est un premier pas, mais la réflexion n'est pas finie. Pour autant, vient désormais le temps de savoir si on veut changer de job dans le sens changer de boîte ou changer totalement de voie professionnelle. Alors dans le premier cas, il est vrai que les démarches sont plus simples. Il faut remettre à jour votre CV, relancer votre réseau professionnel et commencer à postuler. Pas de panique d'ailleurs, si vous ne trouvez pas rapidement, il faut en moyenne 7 mois pour trouver un emploi. Vous pouvez peut-être voir aussi au sein de votre propre entreprise, finalement, si vous pouvez changer de poste. Oui, tout à fait. Éventuellement. Tout à fait. Dans le second cas, si vous pensez à une reconversion professionnelle, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Plus d'un Français sur 2 songe à se reconvertir selon un sondage du site spécialisé nouvellevipro.fr. Depuis le 9 novembre dernier, il existe même une journée nationale de la reconversion professionnelle. Toutefois, une reconversion professionnelle ne s'improvise pas. Aussi, la première chose à faire est de prendre son temps. Identifiez bien vos désirs, vos aspirations pour faire le bon choix. Rappelez-vous le premier vers de la fable de Jean de La Fontaine, Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. N'hésitez pas également à demander de l'aide. Vous pouvez par exemple bénéficier du projet de transition professionnelle. Il remplace l'ancien dispositif du congé individuel de formation qui a été supprimé depuis le 1er janvier 2019. Alors c'est une modalité particulière de mobilisation du compte personnel de formation qui permet aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession, de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet. Dans ce cadre, le salarié peut donc bénéficier d'un droit à congé et d'un maintien de sa rémunération pendant la durée de l'action de formation. Autre possibilité, Fanny, faire un bilan de compétences ou encore faire appel à un coach personnel, c'est plus connu. Enfin, avant de se lancer, tester autant que faire se peut le métier envisagé, Oui. parce qu'il y a quand même souvent un gouffre entre l'image que l'on se fait d'un métier et sa réalité quotidienne. Partir élever des chèvres dans le Larzac. C'est mon rêve. Bien sûr, moi aussi je trouve ça très tentant, mais ça ne convient pas à tout le monde, Fanny, dans la réalité. Non, j'ai peur de me sentir beaucoup trop seule. Alors pour Avec être mes sûr, chèvres. pour être sûr, optez donc pour un rapide stage d'observation ou encore du bénévolat. Et si vraiment vous ne pouvez pas, ce qui peut se comprendre, n'hésitez pas à recueillir des témoignages de professionnels qui sont déjà installés dans le métier en question. Et puis on le sait, Caroline, il y a certains secteurs qui sont en pénurie de talent, donc ça recrute. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes? Oui, et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs pour cette fin d'année. Le marché de l'emploi s'annonce sous des bons auspices pour 2022. Selon une note de conjoncture de l'INSEE qui a été rendue publique le 14 décembre dernier, les créations d'emplois vont se poursuivre, même si c'est à un rythme moins élevé qu'en 2021. Elles seront de l'ordre de 80 000 au premier semestre 2022 contre 153 000 cette année. Alors, selon le groupe Manpower, les intentions d'embauche sur la période janvier-mars 2022 seront positives dans l'ensemble des secteurs d'activité: éducation, santé, social, construction, technologie de l'information, commerce de gros et de détail, hôtellerie-restauration, industrie manufacturière, bref, tous les domaines. Partout, quasiment. Tout à fait. Et c'est dans le domaine de la banque finance que les prévisions sont les plus élevées, plus 42%. De son côté, Indeed prévoit beaucoup d'offres de postes dans certaines familles de métiers, comme par exemple les soins à domicile, la propreté, la garde d'enfants, la pharmacie ou encore l'assistance médico-technique. Toujours selon le groupe Manpower, ce sont les entreprises de plus de 250 salariés qui vont recruter le plus l'année prochaine, car ce sont celles qui ont le mieux résisté aux aléas de la crise sanitaire, forcément. Enfin, si jamais vous envisagez de déménager, sachez que c'est possible aussi, puisque c'est dans la région parisienne et le centre-ouest que dans les intentions d'embauche s'avèrent les plus positives. Rejoignez-nous donc.
Oser déménager. Merci beaucoup, Paris. Caroline Merci à vous. Ricross. Merci. Ne pensez pas trop à votre job entre le fromage et la bûche. Voilà, reposez-vous. Merci, Et je vous Fanny. souhaite de très joyeuses fêtes, Caroline. Très bonne fête à vous aussi. Dans quelques instants, notre cercle les RH. Aujourd'hui, on s'interroge sur la quête de sens. On n'est pas très loin du sujet du changement de job. Une quête de sens qui semble animer, pour ne pas dire hanter certains d'entre nous. Mais qu'est-ce que ce sens dont on parle autant? Le sens est-il nécessaire pour s'épanouir, pour se sentir bien dans son job? La quête de sens est-elle un cheminement personnel ou l'entreprise a-t-elle un rôle à jouer? Mes invités me rejoignent en plateau. Restez avec nous, on se retrouve tous ensemble juste après cette courte pause. Le sens au travail, tout le monde en parle, tout le monde le cherche ou presque. Certains le trouvent, d'autres y renoncent. Trouver du sens au travail, c'est un peu le Graal du 21e siècle. Une quête qui semble s'être accélérée ces derniers mois, crise sanitaire oblige. Le travail, celui par lequel on a tendance à se définir, nous interroge. Suis-je épanoui dans mon activité professionnelle? Suis-je à la bonne place? Quelle est ma mission quotidienne? En ligne de mire, le sens qu'on donne à notre travail et celui que nous aimerions lui donner. Pour parler de cette problématique du sens au travail, une immense problématique, je reçois Philippe Gabillier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychologie et de management à l'ESCP Business School. Vous avez écrit aussi ce livre « Éloge de l'inattendu, l'art de se laisser surprendre ». C'est très joli. Paru aux éditions Saint-Simon. Vous allez peut-être nous surprendre aujourd'hui, je l'espère. Et on va peut-être se surprendre aussi ensemble. Laurent Paillet-Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie et d'éthique au lycée Notre-Dame du Grand Champ, c'est à Versailles. C'est cela. On vous retrouve régulièrement dans notre séquence Smart Philo, qui a lieu le mercredi. Et Michael Mango, vous êtes le directeur général de l'Institut de l'économie du bonheur. En quelques mots, l'économie du bonheur. C'est une discipline sérieuse déjà. Elle donne envie déjà. On a envie de se pencher sur l'économie. C'est pas juste un concept marketing. C'est une discipline académique qui regarde comment nos décisions économiques et notre situation économique est corrélée, peut-être cause, notre sentiment de bonheur, qui est un sentiment qu'on peut mesurer sur des échelles. Et qui se transforme, évolue, j'imagine. Chaque jour, il change, oui. Mais voilà, on fait des points réguliers et on voit des variables de bonheur avec des variables économiques et on les croise. C'est ça le rôle d'un économiste du bonheur. Et il y a quand même un livre dans tout ça, malgré les chiffres. L'Empire du sens, comment la quête de sens se transforme le travail, la consommation et tout le reste. Et tout le reste, il y a beaucoup de choses derrière. Un livre paru aux éditions Erol. Quand on parle de sens au travail, il y a la notion de sens. Qu'est-ce qu'il y a derrière le sens au travail, Michael Mango? Sens, c'est quoi? C'est une direction? Ça fait penser à la sensation? Donc déjà, sachez qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur le sens dans différentes disciplines académiques. En psychologie, en économie, on a presque des économistes du sens maintenant. Et quand ils parlent du sens, ils parlent de 3 grandes dimensions, généralement. La première dimension, c'est la cohérence, l'ordre, on va dire. La deuxième, c'est la signification, la signifiance. Et la troisième, c'est la direction, justement. La direction. Et une vie qui a du sens selon la personne ou un travail qui a du sens, c'est un travail ou une vie qui scorerait assez haut dans ces 3 dimensions. Donc, où vous ne ressentez pas de problème de cohérence, où vous vous sentez effectivement important dans ce que vous faites, et où tout ça sert peut-être des objectifs, une direction, une finalité. Voilà. Et vous dites, vous sentez la quête de sens et le sens au travail, c'est personnel? C'est une question éminemment... Je pense que c'est personnel et on a eu tendance, dans les sphères qui sont les nôtres, qui sont les sphères académiques, universitaires, à ramener aussi le sens à quelque chose d'intellectuel. Or, moi, je pense que le sens au travail, c'est d'abord et avant tout une sensation, c'est physique. Il y a quelqu'un qui perd le sens du travail, il vit véritablement un malaise physique. Il n'est pas bien, il dort moins bien. Quand il mange, il peut moins bien digérer. On parle beaucoup du burn-out d'ailleurs. Qui va être un peu une dimension extrême. Mais déjà, la perte du sens, c'est aussi la perte d'un certain nombre de sensations positives. La sensation positive, c'est la sensation... Vous avez des gens, ils se lèvent le matin en disant « Tiens, je vais aller travailler ». D'autres, c'est « Je vais aller travailler ». Puis d'autres, c'est « Oh là là, il faut retourner au boulot ». Donc la sensation physique qui va être derrière est aussi en tout cas un indicateur, me semble-t-il. Et c'est vrai qu'on se rend bien compte que le sens, en fait, est une interrogation, on en parlait relativement
moderne, pas le sens en général, mais le sens au travail vécu par le travailleur, celui ou celle qui travaille et qui voudrait maintenant donner un sens à tout ça. Une des raisons étant d'ailleurs que le sens qu'il y avait dans les grands idéaux, lui, il a disparu. Donc il faut bien qu'on trouve du sens dans ce qui est notre quotidien aujourd'hui. Et c'est vrai que notre quotidien, encore pour beaucoup de gens, reste le travail. Mais fondamentalement, je crois qu'on est... le mot travail, en fait, avait trois significations à Rome. Hein. À Rome, quand on voulait parler de son travail, soit on disait labor, soit on disait ars, soit on disait opus. Labor, c'était le travail laborieux, la bête de somme, quoi. Bon, donc le labor, il n'y avait pas avoir du sens, quoi. On fait ce qu'on dit, et puis c'est tout. Ars, c'était l'artisan. Ça serait aujourd'hui le plombier, l'électricien. Quelque part, le journaliste. Il y a quelqu'un qui fait un travail où il met en forme. Et puis, il y a opus. Opus, c'est les gens qui ont le sentiment qu'en travaillant, ils font une œuvre. Mais ça, c'est une petite minorité privilégiée, bien évidemment. Et la plupart du temps, nous, on se balade entre labor et ars, quoi. Donc finalement, la question du sens, elle interroge aussi notre rapport au travail. Travail, je me trompe certainement pas, non, je suis allée vérifier, vient du latin tripalium, qui veut dire torture. Ou alors c'est une erreur de signification. Alors justement, j'ai cherché pendant des années d'où elle venait, donc je ne citerai pas la personne. On nous cite en sociologie, on nous dit qui est la source de l'erreur, mais j'ai trouvé qui était à l'origine de l'erreur. Mais en fait, tripalium, dans le dictionnaire d'étymologie de la langue française, M. Alain Rey stipule simplement que c'est simplement un outil à 3 pics qui servait à travailler la terre. Et l'étymologie la plus certaine, c'est la tension entre labor, ars et opus en latin. Alors pourquoi la langue française a-t-elle choisi le mot travail? Ce sont les mystères de l'étymologie. C'est la seule langue qui l'a fait, ça, d'ailleurs. Oui, apparemment. Monsieur Alain Rey n'est pas très, très au clair là-dessus. Il parle même d'un mystère, d'une énigme linguistique. On ne sait pas pourquoi ce mot a pris dans les siècles un avantage sur les 3 autres. Voilà. Donc, mais là où la chose est intéressante sur ce que monsieur disait, c'est que je vis le travail dans mon corps. Et je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le travail implique toujours à la fois dans labor, ars et opus, le corps du travailleur. La question de savoir, est-ce que je peux mettre une forme de transcendance dans ce que je fais ? Dans l'opus, il semblerait que c'est évident, dans l'ars aussi, dans le labor, un peu moins. Mais alors, la question du sens est en fait la volonté de ne pas basculer dans le non-sens. Parce que, alors, je prends un travail très simple, celui du fait de déplacer des pierres. Quand on déplace des pierres, on a à l'idée la route que l'on construit, le mur que l'on construit, qui est la partie transcendante, finalement, de l'acte que je pose. Et le corps, quand il est embarqué dans l'effort, trouve le repos dans la finalité que je me donne au moment où je soulève la pierre. Donc, en fait, l'effort est orienté dans le corps par la finalité que je me donne. Or, là où le travail devient insupportable, c'est quand la finalité, en langage téléologie, on ne la voit pas. On ne la voit plus. Et quand je commence à soulever la pierre, à partir de la 100e pierre, quand j'ai plus la finalité en moi, et non pas devant les yeux, la chose devient pénible. Et le basculement se fait... Alors, c'est Milan Kundera qui remarque ça dans L'insoutenable légèreté de l'être. Parce que Thomas, le protagoniste, est chirurgien, puis il abandonne tout pour conduire des camions. Ça peut arriver aussi aux grands chirurgiens. Reconversion professionnelle. Mais par la nécessité de l'insignifiance. C'est-à-dire que l'impossibilité qu'il a eue de redonner de la signification quand l'insignifiance a pointé. C'est-à-dire l'insignifiance, c'est le fait de ne pas pouvoir donner du sens, de ne plus pouvoir donner, d'être bloqué dans le non-sens. Et je pense que le problème du sens au travail, c'est non pas le fait de pouvoir donner du sens quand il est là, mais de pouvoir redonner du sens quand il n'est plus là. Parce que ce qui est en jeu, c'est l'épuisement, la fatigue, l'ennui. L'effort ne fait plus sens parce que j'ai plus l'objectif et je n'ai plus rien en moi pour rebasculer dans l'ordre de la signification. Et là, peut-être que le travail devient torture. Mais ce n'est pas son sens premier, je pense. Michael Mango, vous travaillez sur le bonheur. Est-ce qu'on peut être heureux au travail ? Est-ce que le travail a pour vocation de nous rendre heureux, qu'il y ait sens ou pas, d'ailleurs ? C'est philosophique, là, c'est plus mon domaine, ça. Est-ce que les gens sont heureux au travail ? Oui. Il n'y a pas de problème de bonheur au travail, entre guillemets. Non. C'est 75% des gens qui se donnent un bon niveau de satisfaction à leur travail. Donc, il n'y a pas de ce problème-là. Et est-ce que le travail contribue au bonheur ?
Moins qu'on ne pense. C'est pas la corrélation entre les deux. Je suis désolé, j'ai un langage qui va être très à base de chiffres. C'est très bien. Corrélons. La corrélation, elle n'est pas terrible en fait. La corrélation entre la satisfaction au travail et la satisfaction dans la vie, elle est très faible. Très très faible. Et pourtant, il y a une injonction au bonheur au travail en fait. Oui, mais parce qu'il y a une injonction au bonheur partout, y compris au travail. Mais vous n'avez pas du tout besoin d'être heureux au travail pour être heureux dans la vie. Et on sait pourquoi. Alors ça, on peut investir d'autres champs d'ailleurs. Exactement, tout simplement. Et puis, si vous êtes trop bien dans votre travail, ça va phagocyter le reste. Donc l'exemple typique, c'est les entrepreneurs. Ils adorent leur travail, c'est indéniable. En satisfaction, ils sont à 9 sur 10 tous, quasiment, c'est un truc incroyable. Mais quand on les questionne sur leur vie, rien. Ils sont comme les autres. Ils ne sont pas non plus en dessous, mais ils sont comme les autres. Et donc le bien-être qu'ils ont dans leur travail, la satisfaction générale qu'ils ont dans leur travail, elle ne percole pas jusqu'à leur faire réenchanter leur vie. Et on sait pourquoi après, donc on a creusé là-dessus, et en fait, ils sont beaucoup moins satisfaits de leur vie familiale. Ils passent tellement de temps au boulot qu'avec leur femme. Ils ne voient plus personne. Beaucoup moins satisfaits de leur situation amicale, de leurs loisirs, etc., etc. Donc ils désinvestissent les autres champs. Donc c'est un peu un jeu de... C'est une question d'équilibre en fait. Oui, ou accepter d'être insatisfait dans les autres champs, quoi. Avoir vraiment une orientation face à la vie qui est centrée sur le travail. Dans ce cas, vous pouvez être heureux en étant heureux dans votre travail. Pour rester sur la question du sens au travail, quels sont les vecteurs de sens? Qu'est-ce qui donne du sens au travail? C'est la relation aux autres? Philippe Cabillier? En fait, je crois que c'est toute la distinction qu'on fait pas suffisamment, avec cette confusion entre le bonheur qui serait le bonheur au travail et le bonheur par le travail. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Vous avez des gens pour qui le bonheur au travail, c'est le fait de savoir qu'ils vont retrouver des gens avec qui ils se sentent en communauté, voire même, disons-le, des copains, des copines. Ça fait partie. D'autres, leur sentiment de bien-être au travail fait qu'ils ont le sentiment qu'ils font quelque chose qui leur plaît vraiment. Ça les branche, quoi. Même si nous, ça nous paraît... Ça les anime, en fait. Ça les anime, bon. Après, vous en avez qui vont trouver avoir le sentiment que ce qu'ils font sert au moins à ils gagnent leur vie. Parce qu'il me semble qu'il faut toujours ramener ça à des expériences de vie concrètes. On va prendre un exemple concret, quelqu'un qui est hôte ou hôtesse de caisse dans une grande surface. Caractéristique, je dirais, de porteuse de sens, oui, sens économique. Mais dans le fond, la notion de bien-être au travail, ça veut dire quoi? Être bien au travail quand on est hôte ou hôtesse de caisse. Ça veut dire avoir compris, parce que mon patron m'a fait l'amabilité de me l'expliquer, à quoi sert économiquement ce que je fais, c'est déjà pas mal. Et puis pour tout le reste, c'est être traité avec le plus de respect possible, le plus de bienveillance. Et tout ira bien, parce que le sens profond de ma vie, lui, pour le coup, il sera ailleurs. Il sera dans ma communauté, avec mes enfants, quand je fais du sport, etc. Voilà. Le sens en tant que tel est une construction intellectuelle qui me semble extrêmement personnelle, parfois quand même très portée et très soutenue socialement, avec ce que vous évoquiez très justement, l'injonction. Il faudrait maintenant, coûte que coûte, chercher du sens. Ce que moi, par exemple, nos étudiants sont dans cette idée. Attention, réussir sa vie, ça veut dire réussir sa vie professionnelle. Il faudra coûte que coûte trouver du sens à ce qu'on fait. Les jeunes cherchent aussi un équilibre vie pro, vie perso. Donc ils cherchent cet équilibre-là. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur les entrepreneurs, c'est fascinant, effectivement. Je suis prêt, pour bâtir un sens dans ce travail, à mettre en danger le sens de ma vie tout court, c'est-à-dire dans ma relation à autrui. On a le sentiment que la crise a un peu exacerbé cette quête de sens. Pourquoi? Excusez-moi, je voulais juste sauter sur ce que vous aviez dit. Il y a des chercheurs qui ont vraiment regardé ce qui contribuait au sentiment de sens au travail. Ils ont en gros trouvé 4 directions. Et les 4 directions sont vraiment en rapport avec ce que vous disiez, c'est-à-dire du ressenti, pas du tout de la pensée, du sens. Et ce ressenti, c'est je suis moi-même. Mon travail me permet d'être moi-même au quotidien. Donc je peux exprimer mes valeurs, mes talents, mes compétences. Je peux grandir, je peux me développer grâce à mon travail. Et ça donne du sens à ma vie. Le 3e, c'est je contribue à une œuvre collective. Donc là, ça peut faire sens justement en termes intellectuels. Mais là, il n'y a pas de problème. Cette partie-là ne m'a pas surpris, c'est tout le reste qui m'a surpris. Et la dernière, c'est juste je fais corps avec d'autres, j'appartiens à un collectif et ça me suffit. Et vraiment, à partir de verbatim, il y avait ces 4 directions qui ressortaient très très clairement. Et en fait, ces 4 directions qui sont constitutives de l'entreprise. Donc, ce qui m'amène à vous demander quel est le rôle de l'entreprise dans la quête de sens d'un salarié. Si on parle du collectif, de grandir, c'est l'évolution. On a eu, j'ai oublié. Il y a le développement personnel, il y a l'alignement avec soi
C'est ça, la liberté d'expression et un alignement sur les valeurs. Quelle est la part de responsabilité de l'entreprise? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer dans cette quête de sens? Je vous laisse là-dessus. Là-dessus, je suis un peu sceptique. Je rappellerai un paragraphe de Nietzsche dans Parle-là, le bien et le mal. Sur les philosophies du bonheur, il les qualifie immédiatement naïves. Avec l'argument suivant que je trouve très pertinent pour l'entreprise, c'est que pour que les choses avancent, pour entreprendre, ça présuppose un problème ou une difficulté. C'est-à-dire que je ne m'engage pas dans une entreprise en me disant c'est la béatitude, c'est le paradis, ça va être fun. Je m'engage parce que je vois qu'il y a un problème qui m'interpelle, le logement ou que sais-je, et je m'engage dans l'entreprise. Donc présupposer que l'engagement en l'entreprise vise immédiatement le bonheur, c'est peut-être manquer d'entrée de jeu le problème spécifique de l'entreprise et ce que requiert un engagement dans l'entreprise, c'est-à-dire l'effort nécessaire. Je vais en vacances, là, d'ailleurs, tout à l'heure, je vais pour être dans une béatitude parfaite. Mais on vous le souhaite. Absolu. C'est le sens des vacances. C'est le sens des vacances. Mais justement, et ce qui me semble compliqué, c'est de calquer cela sur le travail. Il y a un très bel ouvrage là, dont l'auteur m'échappe, il m'excusera, c'est Portrait de l'artiste en travailleur, où il essaye de montrer qu'en fait, on essaye de penser l'ouvrier, de penser le cadre supérieur un peu comme un artiste. Alors c'est fun, il y a de l'inspiration, ça jaillit spontanément, mais non. Mais c'est un boulot, on n'est pas là pour recréer une béatitude sur Terre dans le cadre d'une PME ou d'une grande entreprise. Ça présuppose un effort où il faut être conscient de l'effort, ça va être difficile, ça va être souffrant. Demandez à toute l'équipe qui a construit Bismart, il y a des moments difficiles, c'est pas forcément une béatitude. La béatitude, elle arrive au moment du bilan, où on se repose, etc. Donc je pense que le danger de vouloir faire de l'entreprise le lieu du bonheur possible, parce que ça nous empêche de penser l'effort nécessaire pour s'engager dans l'entreprise. Mais au-delà de l'effort, il y a quand même les notions de collectif, d'évolution. C'est ça aussi, c'est l'une des missions... Oui, mais ce sont des aspirations, mais je pense que des aspirations personnelles. Et je pense qu'il ne faut pas confondre les ordres. Bien sûr, l'entreprise, d'une manière seconde, fait évoluer la personne dans un cadre déterminé pour lui permettre d'acquérir des compétences, évoluer sa carrière, mais c'est un cadre second. Le cadre premier, c'est qu'on est là pour construire des murs. Mais elle-même, elle doit se donner une direction. Beaucoup se sont dotés d'une raison d'être. Sur le papier, le travail pourrait apporter beaucoup de sens. Le travail, parce que c'est une activité organisée, donc on va comprendre sa place dans le collectif. Il y a un collectif, comme vous l'avez dit, il y a des objectifs. C'est plutôt la partie alignement avec soi qui est problématique. Parce que là, exprimer votre créativité... Oui, c'est rarement... Il y a toujours un cadre, de toute façon. Donc là, le collectif vient rogner ça, vient se confronter à ça. Donc cette partie-là, elle n'est pas facile en entreprise. Mais tout le reste, c'est faisable et c'est même, sans doute, le travail est un lieu plus propice à l'expression du sens que d'autres lieux, par exemple les loisirs, parce que c'est plus organisé, parce que c'est forcément collectif, et parce qu'il y a des objectifs qui sont fixés. Donc c'est pour moi des dérèglements du travail qui font qu'on ne trouve pas le sens par le travail. Et c'est le travail en essence ou c'est le cadre qu'on y met? Parce que tout le monde, là, je parlais de la crise tout à l'heure, mais beaucoup ont été mis en télétravail. Je pense que certains, entre quatre murs, chez eux, sans collègues, face à leur écran, ils n'ont pas trouvé beaucoup de sens à leur travail. Je suis d'accord avec vous. Vous avez raison, c'est le cadre, c'est l'organisation du travail. Je suis d'accord avec vous. Donc qui va impacter ça en fait, sur le sens. Ou pas, parce que vous voyez, même le télétravail nous a fait, au niveau des ressources humaines et des associations de dirigeants de ressources humaines, les gens qui n'ont pas voulu revenir, par exemple, les gens qui ne veulent pas revenir. Parce que vous avez des personnes qui, en travaillant chez elles, ont fait des découvertes. Elles ont découvert qu'en travaillant chez elles, leur productivité était accrue, leur sentiment de liberté au quotidien était augmenté, et elles évitaient un certain nombre de relations, on va dire peut-être dysfonctionnelles, pour ne pas dire toxiques, qu'elles pouvaient avoir au travail. Et que donc, c'est pas tellement qu'elles n'avaient pas de raison particulière de revenir en entreprise, c'est qu'elles avaient en fait toutes les raisons de rester chez elles. Et ça pose bien sûr un problème, avec là aussi cette croyance qu'il faudrait, là aussi on est dans l'injonction, il faudrait faire corps social, il faudrait faire une communauté. Oui, pourquoi pas, oui ou non. Mais en plus, on voit ces changements aujourd'hui d'un point de vue générationnel. C'est-à-dire que moi, ma génération, je suis un plus que sexagénaire, j'ai des enfants qui ont 20 ans et quelques, on voit très bien que le rapport au travail, le rapport à ce qui est attendu du travail n'est pas le même. Moi, je vois en discutant, moi j'ai 2 filles, elles ont 22 et 24 ans, il est clair et net que, première chose, à partir du moment, quelles que soient les bonnes conditions dans lesquelles je suis, etc., à partir du moment où je n'apprends plus rien, l'heure est venue de reprendre le sac et de repartir.
Même si On voit les ces gens, carrières les où on gens sont change gentils, d'entreprise. mais ça n'a rien à voir. On est là, voilà. Et de même, c'est d'ailleurs Nietzsche qui disait tout individu qui dispose d'un pourquoi pour vivre peut sans doute supporter n'importe quel comment. Oui. Et donc, la nature du pourquoi, en revanche, va effectivement bouger, probablement d'ailleurs, au fil des années, au fil aussi de la croissance sociale, des changements de rôles sociaux des uns ou des autres. Et l'entreprise, là-dedans, de toute façon, elle est aussi dans cette idée où on lui fait injonction de faire le bonheur de ses collaborateurs, jusqu'à des choses absolument ridicules. On va même créer des responsables du bonheur dans l'entreprise, etc. Chief Happiness Officer, On est dans l'idéologie la plus invraisemblable, ma grand-mère aurait dit la plus cucul la praline qui existe. Voilà. En revanche, je dis toujours, si vous ne pensez pas que le bien-être peut quand même aider à la performance, eh ben, essayez avec le mal-être, puis on en reparle. Voilà. On parle de bien-être et la rémunération. Est-ce qu'elle rentre en ligne de compte? Est-ce qu'elle peut compenser un manque de sens? Évidemment, ça a été recherché, hein, et c'est pas du tout le premier levier. Hein. Non, c'est beaucoup plus la tâche, quelle tâche on fait, et le rapport aux autres. Très clairement, la dimension sociale du travail est beaucoup plus importante et pour le bonheur au travail et pour le sens au travail que la partie rémunération. De très très loin. Mais il faut qu'il y ait un minimum. Oui. C'est votre collègue philosophe, qui est André Comte-Sponville, qui disait fort justement, c'est vrai que l'argent ne motive pas, mais il faut reconnaître qu'il rend motivable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réglé ce problème de sous, on peut commencer après à parler d'autre chose. Mais quelqu'un qui meurt de faim, à part si c'est un anachorète, un ermite, il aura du mal à se concentrer sur le sens de la vie, quoi. Si c'est pas quoi manger à midi ou il dormira ce soir, il y aura problème. Et c'est le sens de cette émission aussi. En tout cas, merci à tous les trois. Merci à vous, Philippe Gabillier, professeur de psychologie et de management à l'ESCP Business School. Mickaël Mangot, directeur général de l'Institut de l'économie du bonheur. Et Laurent Paillet-Chevalier, professeur de philosophie et d'éthique. Je ne l'ai pas noté enfin, mais je crois que c'est le lycée Notre-Dame du Grand Champ qui est à Versailles. C'est ça. Restez avec nous tout de suite. Eh bien, c'est Fenêtres sur l'emploi et c'est juste avant de nous quitter. L'emploi est décidément partout, y compris sur les réseaux sociaux. Bonjour Franck Magnan. Bonjour. Vous êtes l'un des cofondateurs de Bonanza. Alors, c'est une start-up que vous avez créée en 2017 avec Mathieu Marzou. Vous proposez aux entreprises d'élargir leur champ d'action et de recrutement en diffusant leur campagne sur les réseaux sociaux. C'est quoi l'intérêt pour une entreprise d'investir ce nouveau champ que sont les réseaux sociaux? C'est vrai que c'est un peu nouveau pour les entreprises d'aller en tout cas diffuser de la publicité dans le but de recruter. Mais l'idée, c'est que ça leur permet en fait de toucher des personnes qui ne connaissent pas nécessairement leur métier ou leur marque employeur et derrière de générer vraiment des candidats qualifiés pour leur poste pénurique. Donc c'est une action concrète. On peut trouver ces offres d'emploi sur n'importe quel réseau social. Ouais, c'est-à-dire peut-être TikTok, Instagram, LinkedIn, qui semble un petit peu plus professionnel. Du coup, pas LinkedIn, mais les deux. Pas LinkedIn, voilà, ok. Plutôt les réseaux sociaux personnels, Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Et en fait, c'est sous forme de publicité. Donc, si vous correspondez au profil... Je suis sur un réseau social. Globalement, par exemple, je suis sur Instagram. J'ai une offre d'emploi qui va se glisser entre deux postes. Exactement. Ou en story, on regarde les stories de nos amis. D'habitude, on voit des plantes, des chaussures dans les pubs. Bah là, à la place de nous proposer d'acheter des chaussures, il y a une offre d'emploi. C'est pour travailler, je sais pas, chez Burger King en tant que manager de resto. Pourquoi pas? Ça nous plaît, on clique et on y va. Alors, est-ce qu'on peut investir tous les réseaux sociaux en même temps? Ou il faut être beaucoup plus stratégique? Alors, je pense qu'il y a différentes méthodes. Si on le fait soi-même, c'est peut-être mieux d'y aller pas à pas. Parce qu'il faut le faire à la main, ça peut prendre du temps, c'est compliqué. Mais si on fait appel à vous, voilà, forcément. Nous, c'est une solution derrière. Donc en fait, notre algorithme diffuse un tas de combinaisons publicitaires sur tous les réseaux sociaux en même temps. Et il va étudier chaque comportement, chaque KPI, enfin chaque chiffre, pour savoir quelle est la combinaison la plus performante. Et in fine, optimiser la campagne pour qu'il y ait uniquement les publicités qui ramènent le plus de candidats qualifiés. Donc forcément, entre deux postes, par exemple entre une paire de chaussures et une recette de gâteau au chocolat, il va falloir attirer mon attention. J'imagine que le contenu, il faut qu'il soit travaillé. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est un élément important. Donc il y a un côté visuel, forcément. Il y a un côté créa, c'est la pub, c'est les réseaux sociaux. Il faut que ça il y a un message fort. C'est ça. Il faut que ça soit court, il faut que ça soit rapide. Une phrase, on comprend l'intérêt, ça nous intéresse, on y va.
Sinon, si pendant 2 secondes, on n'a pas compris, on passe à autre chose. Et là, ça c'est doit perdu. aussi adapter les codes du réseau social sur lequel on est. Je pense à TikTok où il y a eu pas mal de petites danses. Voilà. On peut voir des recruteurs danser. On n'y est pas encore, mais peut-être en 2022, on aura des surprises. Je vous propose l'idée, en tout cas. Non, mais pourquoi pas essayer. Mais en vrai, c'est un peu ça, oui. Il y a des visuels différents qui sont utilisés, des messages un peu différents. Et sur TikTok, on a des vidéos avec la petite musique qui vont bien et qui fonctionnent. Comment vous ciblez les potentiels candidats? J'imagine que vous n'allez pas me proposer n'importe quelle offre d'emploi. Comment vous savez à qui proposer la bonne offre? Ouais, en fait, il y a 3 étapes. La première étape, c'est qu'on va étudier du coup les comportements directs et indirects des réseaux sociaux. Vous allez voir que je cherche toutes les recettes de gâteaux au chocolat. Donc là, on va savoir qu'il y a quelque chose à faire sur la cuisine. Ok. C'est un peu l'idée. Donc on voit un peu ça. On voit les groupes dans lesquels vous échangez, les pages que vous aimez, les posts que vous allez liker, etc. Les vidéos que vous regardez plus ou moins longtemps. Ça donne de l'information aussi. Et puis après, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on cible les gens qui semblent correspondre à ça. Et derrière, une fois que ces gens ont cliqué et commencent à avancer dans le tunnel, on regarde en fait qui sont les candidats qui vont au bout du tunnel ou non. Et en fonction des réponses aux questions de préqualification qui sont du tunnel, on va voir finalement quels sont les bons candidats. Et là, notre algorithme va aller continuer à améliorer le ciblage pour trouver uniquement les bonnes personnes à chaque fois. Et si on sort du tunnel, on peut être rattrapé? Oui, en quelque sorte, oui. Il y a 2, 3, 4 essais qui sont faits pour essayer de ramener la personne s'il avait reçu un petit SMS entre-temps. Mais à bout d'un moment, on arrête de lui envoyer la publicité quand même. Sur quel type de poste vous accompagnez vos clients? J'imagine que c'est plus là où il y a des pénuries de talents. Oui, c'est vrai que maintenant, il y a un peu des pénuries sur tous les métiers. Il y a les classiques, les ingénieurs en informatique, tout ce qui est développement, tout ce qui est commercial, puis aussi tous les métiers de bouche. Ça, c'est des choses un peu plus cycliques. Quand ça va plutôt bien avec le Covid, la cuisine, les métiers de bouche, il y a énormément de demandes. Nous, on voyait là assez récemment, avant le Covid, il y avait environ 3 sollicitations pour un cuisinier. Et aujourd'hui, il y en a jusqu'à 12. C'est-à-dire qu'il a vraiment le choix et qu'il y a peu de chances du coup que l'entreprise l'attrape lui, entre guillemets. Donc c'est assez compliqué. Il y a de plus en plus de sollicitations et c'est comme ça pour tous les métiers. Donc on a des gens dans l'institution publique, on a vraiment tout type de postes qui sont dessus, quoi. D'où l'intérêt d'aller chercher un vivier de talents inexploré. C'est ça. Et puis sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde, a priori. Donc, a priori, à moins d'être dans une grotte sans Wi-Fi. Ça fonctionne bien. Est-ce que vraiment... J'imagine qu'on cible davantage les jeunes, une génération Z. Est-ce que les jeunes vont jusqu'au bout du cheminement du process de recrutement? Oui, franchement, c'est quelque chose qui explose. Enfin, nous, en interne, on estime que ça explose. Il y a une vraie vague là-dessus. On cible généralement les 18-35 ans. C'est un peu notre discours commercial, c'est ce qu'on explique. Mais voilà, les jeunes. Mais dans le quotidien, on voit qu'on a par exemple des chauffeurs de bus de 50 ans qui postulent et qui sont sur Facebook. Et il n'y a pas de souci en fait. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Et il y a vraiment beaucoup de personnes. Cette année, on a sensibilisé plus de 80 millions de personnes en France, en Angleterre et en Belgique. Et derrière, on a eu énormément de candidats, des dizaines de milliers de candidats qui ont été générés pour les clients. J'imagine que ça fonctionne mieux si on a déjà une stratégie réseaux sociaux mise en place, si on n'a aucune présence. En vrai, ça marche bien. En vrai, non, pas tant que ça. Parce que les entreprises n'ont pas besoin d'avoir de pages sur les réseaux sociaux, puisque c'est une publicité qui est poussée. Donc en fait, au final, si la publicité arrive, la personne clique dessus, puis elle reste dans l'expérience candidat, c'est instantané, elle répond aux questions et sa candidature est faite. Donc le fait d'avoir une présence ou pas, ça ne change pas vraiment quelque chose. C'est juste que ça a plus d'intérêt d'en avoir une si la personne veut se renseigner après, avant l'entretien par exemple. Mais au moment de la candidature, ça ne changera rien. C'est vraiment une simplification du processus de recrutement. J'imagine que dès lors qu'on commence à répondre à quelques questions, on ne va pas avoir à forcément, en tout cas vous allez nous le dire, envoyer un CV, faire une lettre de motivation. Est-ce qu'on passe toutes ces étapes? Oui, on en passe quelques-unes. Effectivement, la lettre de motivation, dans 99% des cas, c'est mis de côté. Le CV, ça dépend. Il y a des entreprises pour lesquelles ça reste obligatoire. Parfois, c'est du CV papier, comme on le connaît, la personne met la pièce jointe. Des fois, c'est du CV vidéo, du CV même en mémo vocal, où la personne va se présenter comme ça à l'oral. Donc il y a plusieurs méthodes et l'avantage c'est que depuis le téléphone maintenant on peut à peu près tout faire, donc ça marche. C'est pas faux. Merci beaucoup Franck Magnant. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Bonanza. Merci beaucoup, merci d'être venu sur le plateau de Smart Job. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Vous aurez le plaisir de retrouver Arnaud Ardouin l'an prochain de nouveau aux commandes de Smart Job. D'ici là, passez de très joyeuses fêtes de fin d'année. À très vite sur Bismart.